Alors, rebonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ça marche, Est-ce que ça marche? Vous m'entendez? Oui, ça va. Tout juste. Très bien. Il faut s'approcher, il y a des places devant. Oui, là comme ça, peut-être. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être là avec vous depuis hier. Ravie de toutes ces rencontres, de tous ces échanges, ravie de revenir dans ce lieu qui est magnifique, de repasser dans cette exposition aussi avec vous. Donc hier, nous avons commencé avec un titre de journée qui était Tradition ancienne. Mais nous avons quand même déjà mis un pied dans la restitution artistique, car nous avons eu une veillée pour ceux qui n'étaient pas là. Et donc cet après-midi, nous allons parler de transmission, justement. Donc nous allons retrouver les artistes d'hier dans une deuxième partie de l'après-midi. Et dans la première partie de l'après-midi, nous allons donc écouter Sylvette Béraud-Williams, qui est donc à ma droite, collectrice, ethnologue, autrice, qui va nous parler justement de restitution de son travail, de ses collectes par des chanteurs, des chanteuses. Son terrain est principalement l'Ardèche. Et nous allons écouter également Katia Fersing, donc directrice du musée de Millau et ethnologue, mais aussi autrice, conteuse. C'est déjà arrivé, nous pouvons le dire, et qui va aussi nous parler donc de mémoire orale et de ce que ça peut générer en termes de transmission aujourd'hui, dans le présent. Nous aurons donc une pause après les interventions, vers 3h30, peut-être un petit peu plus, vu qu'on a du retard. Voilà, on commence avec Sylvette. Je prends un micro. Oui, je sais pas, c'est peut-être trop près comme je le prends, peut-être tu peux le laisser. C'est bien. Attends, comment ça se tire? Voilà. Bonjour à tous. Je suis un peu émue d'être là parce que, en fait, ça résonne là. Ouais. Jean-Noël Pellen, le voilà qui arrive, qui m'a tiré il y a 1 an de ma retraite. Et comme il y avait très longtemps que je ne l'avais pas vu, j'ai accepté. Et voilà, je suis devant le fait accompli. Et je compte beaucoup sur la technique pour m'aider parce que j'ai été une très mauvaise élève et j'ai pas envoyé les documents à l'avance. Ça me gêne vraiment là, je sais pas. Est-ce que je peux parler fort? Oui, bon. C'est mieux ça. Parce que là, ça, je sais pas, j'ai l'impression de une église. Bon. Alors donc, parler de ma collecte, de la postérité de ma collecte, vous vous rendez compte? Bon. Voilà. Donc, ma collecte de chansons, pour la situer, le départ, justement, c'est Jean-Noël qui est là-bas, qui tourne le dos. Au début des années 70, il m'a détourné de mes études de lettres modernes et mon but qui était d'être, non pas vraiment, mais bon, professeur de français. Et voilà, je l'ai accompagné un jour d'été en Cévennes et je me suis laissée prendre au charme. Bon, pas de de ces intérieurs dont on parlait ce matin, justement, et voilà, de l'enquête et de l'ambiance et de ces voix et de ces témoignages qu'il y avait là. Et je me suis demandé si je pouvais essayer de faire la même chose en Ardèche. Et en fait, il m'y a fortement poussé et inspiré d'ailleurs. Et donc, j'ai dévié sans me poser trop de questions, et ça a été comme ça pendant des décennies. Je me suis pas posé de questions, si ce n'est que je suis issue du terroir sur lequel je travaille, fille de paysans, que mon grand-père parlait patois, mais s'appliquait bien à parler français lorsqu'il parlait à ses petits-enfants, ou lorsque je lui demandais
dès la première erreur, il rebranchait sur le français. Donc voilà, l'occitan c'était un peu à l'écart. Et je me suis un peu éloignée, partie en Grande-Bretagne. Et de là-bas, j'avais fait des connaissances dans les folk clubs où les gens du coin venaient chanter les chansons du pays et tout ça. Et ça m'a un peu poussée là-dedans. Je me suis dit, quand même, ça serait bien, en rentrant, d'essayer de voir, de creuser un peu la question. Alors, je dois dire que ce que j'espérais beaucoup, comme j'avais vu que Jean-Noël collectait pas mal de contes, et que moi, ce qui m'intéressait, c'était la littérature et l'écriture. J'espérais surtout recueillir des contes. Et bon, j'ai commencé mes enquêtes par mon grand-père, et puis de façon circulaire, ou de l'un à l'autre, etc. Ou en allant dans les mairies, demander s'il y avait des conteurs ou des chanteurs. Mais c'était plutôt du bouche à oreille. Et j'interrogeais sur la vie de tous les jours. Les lessives, les foins, la soie, etc. Et on a une spécificité dans la région des Boutières, je vous resituerai les Boutières après, c'est le moulinage. Alors là, je saute un peu les étapes. Donc les Boutières, c'est une région qui est très semblable à la Cévennes ardéchoise, et puis les Cévennes d'ici, quoi, avec les pentes, les châtaigniers, les failles, ce que chez nous on appelle les échangs, etc. Des petits hameaux dispersés. Et donc mes parents étaient paysans là-dessus. Et vu mon grand âge, j'ai pu assister encore au basculement de cette société traditionnelle. Parce que j'ai pu voir les dernières veillées où on cassait les noix, où on triait les châtaignes, ça se fait encore, mais pas de la même façon. Les derniers battages sur l'air, les tuailles des cochons dans toutes les maisons. Et c'est vrai que je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui disparaissait, que j'étais là témoin, et que c'était l'urgence de récolter tout ça et d'essayer de retenir quelque chose, quoi. Donc, convaincu, en ayant assuré un petit peu mes arrières, comme il y avait Jean-Noël, il y avait aussi Philippe Joutard et Jean-Claude Bouvier, voilà, qui encadraient un peu la chose. J'ai continué je me suis lancée dans ces enquêtes-là. Alors, à mon grand désespoir, je dois dire, je suis tombée sur les chansons, parce que je n'étais pas du tout musicienne, pas du tout préparée à ça, et je me sentais pas du tout légitime pour collecter ces chansons. Bon, je les ai collectées avec le matériel que j'avais aussi, il faut dire, à l'époque. On m'a beaucoup reproché à certains endroits. Je me rappelle, il y avait eu un colloque au musée dauphinois où justement, c'était les magnétos à bande et tout ça. Et, bon, si j'avais eu attendu d'avoir le matériel qu'il fallait pour enregistrer les gens, je dois dire que je serais passée à côté de certains pas conteurs, parce que conteurs très peu, mais chanteurs, hein, en tout cas chanteuses. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc ma collecte de chansons, ça s'est situé principalement entre 75 et 85, une bonne dizaine d'années, sur laquelle, comme je vous dis, je suis tombée sur les ouvrières de ces moulinages, ces usines de soie. Et entre autres, une Madame Chazelle, que j'ai collectée pendant une dizaine d'années, et qui, encore à 3 semaines de sa mort, me ressortait certaines chansons ou couplets ou qu'elle avait oublié de me dire jusque-là. Et comme elle me disait que ça lui revenait tout le temps la nuit, elle mettait sur sa table de nuit un petit crayon avec un papier, et voilà, quoi. Et elle notait le début de la chanson, et quand je revenais, tout était prêt. Et donc, auprès d'elle, j'ai collecté près d'une 50aine de chansons. Voilà, c'était un travail de fourmi, mais bon, on était amis, hein, c'était dans l'intimité que ça se passait. On a essayé de faire quelques veillées aussi, quelquefois, avec plusieurs chanteurs, et puis un musicien ami et tout ça. Voilà. Alors, j'ai travaillé, comme je vous dis, sans but précis, ni sans projet de carrière, ni quoi que ce soit,
en dehors de toute subvention, où je suis un petit peu hors piste, quoi, parce que j'ai pas été dans quelque institution que ce soit. Je me suis sentie d'ailleurs avec le revers de faire que je me suis sentie parfois très très solitaire. Et bon, voilà, c'était un peu difficile par moments. Mais avec l'envie de connaître mon terroir de l'intérieur, et c'est ce que j'ai continué pendant des années, et jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et j'ai toujours répondu à des sollicitations d'extérieur. Donc, pour les chansons, bon, il y a eu la thèse en 80, mais en collectant ça, je n'ai pas collecté que les chansons, c'était toutes les histoires de vie, c'était les histoires de travail des ouvrières, c'était les travaux et les jours, c'était les fêtes de l'année, c'était la cuisine, c'était tous les savoir-faire aussi. Et donc, bon, je n'ai eu qu'un travail rémunéré pendant 9 mois pour collecter des traditions de mariage. Bon, il y avait toute une communauté de communes. C'était pas des communautés de communes, c'était le contrat de pays à ce moment-là qui m'avait embauché pour faire ce genre de choses. Et donc, je devais collecter de la matière pour la restituer justement par le biais d'une compagnie théâtrale de Lyon, la Grenette. Mais comme souvent dans les projets culturels, il y avait très peu d'argent. Et à la fin, finalement, tout ce que j'avais collecté a servi à rien. Et ils ont travaillé sur la noce de Tchekhov. Bon, alors pour restituer auprès des gens, eh bien, j'ai publié en désespoir de cause la noce ardéchoise, ça s'appelle. Voilà, mais bon, au moins il y avait témoignage de ce qui m'avait été confié, des objets et tout ça, et une trace, quoi. Voilà. Alors suite à ça, il y a eu une photographe qui a vu mon travail et qui avait travaillé sur les alambics, les derniers alambics. Il y en avait encore une trentaine qui circulaient en Ardèche et qui trouvait qu'on travaillait bien dans le même sens et qui m'a proposé, voilà. Donc je suis partie sur les alambics. On s'est fait 2 saisons d'alambics superbes et on a publié un bouquin presse du Languedoc sur les alambics et tout ce qu'il y avait autour et les saveurs et les odeurs et je vous en passe. Bon. Voilà, pour dire que je n'ai jamais rien calculé et la chanson était là au milieu, qui apparaissait justement dans le courant de la vie, dans le courant des choses et des gestes. Et je vais boire un petit coup parce que voilà, c'est pas de l'eau de vie. Donc voilà, c'est la chanson m'a poursuivi tout au long de ces décennies. Alors on va le voir au travers des restitutions qui sont des publications qui m'ont été proposées de l'extérieur, parce que c'est vrai que je suis restée assez figée là-bas dans mon coin des Boutières, donc la vallée de l'Eyrieux. Pour ceux qui peuvent connaître, je doute qu'il y ait quelqu'un qui connaisse la vallée de l'Eyrieux là dans la... Non. Si, oui, Malika, oui. Voilà, donc la vallée de l'Eyrieux. Voilà, c'est très difficile en Ardèche parce que ce sont toutes des vallées qui sont parallèles. Alors pour aller du nord au sud, c'est très très difficile, quoi. Voilà, donc je m'interromps un petit peu. Excusez-moi, j'ai plus trop l'occasion de cet exercice. Et donc pour transmettre, parce que quand même je recueillais, mais c'était bien aussi pour transmettre et pas pour mettre sous cloche. Pour moi, c'était pour que des artistes ou des gens qui venaient habiter au pays s'en saisissent et en fassent quelque chose à leur façon, en y imprimant leur vie et ce qu'ils avaient en eux, quoi. Donc la première restitution, ça a été en 79, la cassette Chansons populaires du pays des Boutières, qui a été, que j'ai encore là, publié grâce à Montjoy et au CREOP, Centre de recherche sur les ethnotextes et l'histoire orale populaire. Alors il y a une trentaine de chansons avec un petit livret, tout ça, et la présentation. Et voilà, et j'étais très contente de ça. Et bon,
J'étais allée trouver les archives départementales à ce moment-là parce que il commençait à y avoir beaucoup de choses. Il y avait les radios locales, il y avait beaucoup de choses qui circulaient aussi. Il y avait des émissions comme Connais-tu ton village, où les gens venaient raconter, chanter et tout. Il y avait des tas d'enregistrements que je me disais, il faudrait les mettre à un endroit pour les sauvegarder et les restituer aussi, que les gens puissent y avoir accès. Bon, mais à ce moment-là, aux archives départementales de l'Ardèche, on était à 100 lieues de ça et il a fallu attendre ces dernières années pour que on s'en mêle un petit peu. Donc, suite à ça, en 85, vous voyez, ça saute un petit peu les années. En 85, avec des amis musiciens qui avaient collecté eux aussi sur l'Ardèche, parce que dans les années 70, justement, il y avait tout ce grand mouvement folk, et il y avait beaucoup de musiciens qui venaient planter leur micro sous le nez des chanteurs présumés ou reconnus, soit par les clubs de troisième âge, soit par les mairies, et bon, qui prenaient les 2 ou 3 chansons qui venaient dans l'esprit des gens, qui ne revenaient pas forcément, et quand on passait suite à ça, les gens étaient assez frustrés, je dois dire, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'échange, quoi. Et c'était assez difficile de récupérer ça. Donc, en 85, quand même, avec des amis qui avaient collecté un petit peu sur toute l'Ardèche, hein, il y en avait un qui était sur le plateau Ardéchois, beaucoup, 2 autres qui étaient sur la Cévennes, tout ça. On a publié le disque 33 tours, Apprends-moi ton langage. Et là, on avait puisé dans un corpus de 500 chansons, plus de 500 chansons, dont beaucoup sont restées dans les cassettes et tout. Enfin bon, voilà. 500 chansons pour représenter les différentes parties de l'Ardèche et puis aussi les différents types de chansons ou les différentes occasions auxquelles se chantaient. Chansons de carnaval, de mai, de Noël, chansons d'amour, etc. De l'enfance, non, il n'y en avait pas. Voilà, j'y pense maintenant. Ce 33 tours, bon, très vite, c'est-à-dire en 2013, on en a fait un CD, voilà, un CD. Comme il nous restait beaucoup du livret qui était à l'intérieur du 33 tours, on l'a joint au CD. Et on l'a diffusé un petit peu comme ça, parce qu'il nous semblait vraiment important de continuer à diffuser. Malheureusement, ça suscitait pas grand intérêt. Quand il y avait des balles folk ou de ce genre de choses-là, on arrivait un petit peu à en vendre, à susciter l'intérêt, mais bon. En 87, alors il y a eu la publication de ma thèse, chansons populaires d'Ardèche recueillies dans le pays des Boutières, c'est ça, issu de CNRS. Là aussi, ça a été assez confidentiel. Hein, je crois que enfin bon, la diffusion, c'était un petit peu confidentiel. Mais bon, il y a quand même la trace, et puis il y a des gens qui s'y réfèrent. Et à la bibliothèque départementale, par contre, il y avait, et qui est toujours d'ailleurs un responsable de secteur, qui était très sensible à tout ce qui était musique traditionnelle et qui en avait acheté un bon stock et qui est heureux d'en avoir encore actuellement. En 93, alors c'était le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes dont je parlais ce matin, qui a fait un énorme travail. D'abord, il a publié des atlas sonores, ce qu'il appelait des atlas sonores, par rapport à des micro-régions, des villages ou des thèmes. Et à moi, il m'avait demandé de travailler sur les chants de la soie. Alors, il n'y a pas que les chants, il y a aussi, j'étais allée enregistrer les vers à soie dans un élevage de vers à soie. Malheureusement, ce jour-là, il pleuvait, on entend le tonnerre et tout, et le bruit des vers à soie, c'est semblable à celui de la pluie. Hein. On dirait que j'ai mis le micro sous la gouttière. Et que... Bon, enfin bref, c'était pas ça, c'était vraiment des vers à soie, dans la Drôme d'ailleurs. C'était pas des Ardéchois. Bon, donc il y a eu cet atlas sonore, et donc c'était le 7e atlas sonore du CMTRA. Et le CMTRA, donc, en 2020, alors là, ils m'ont relancé aussi, hein, parce que là, bon, à chaque fois, moi,
les chansons une fois publiées, ce qui avait à être publié, bon, j'oublie un peu. Et là, ils m'ont relancé parce qu'ils avaient des financements pour numériser les collectes. Alors, bon, ils avaient repéré la mienne en Ardèche. Donc, toute ma collecte a été numérisée. Et c'est suite à ça, et puis aussi avec le travail qui se faisait en Auvergne, là, avec l'AMTA, oui, l'Agence des musiques et territoires d'Auvergne, qu'a été conçu le site infrason.org, auquel vous pouvez avoir accès. Bon, on pourrait y aller maintenant, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc, voilà. Je vais m'en tenir là parce que je vois que ça défile à toute vitesse et je pars un peu dans tous les sens. Excusez-moi. Alors, dans les prolongements de cette collecte de chansons, puisque maintenant je vais m'en tenir uniquement aux chansons, il y a des interventions auprès des scolaires, parce que de temps en temps, effectivement, au lieu d'aller chercher ailleurs, il y avait des professeurs des écoles ou autres qui s'interrogeaient sur la culture locale et sur ce qu'il pouvait y avoir. Et donc, voilà. Alors, il y a eu 2 expériences surtout, en 2000 et 2001. Il y a eu une ethnomusicologue, Sylvie Berbaum, qui a travaillé sur les chansons que j'avais collectées et qui en a fait une petite sélection de celles qui s'adressaient plus particulièrement à l'enfance et qui ont été proposées à des classes scolaires de la maternelle jusqu'à CM2. Et là, il y a eu 4 classes qui ont été intéressées en Ardèche. Et donc, ces classes-là ont appris certaines des chansons qui leur ont été retransmises par l'instituteur. Et il y a eu des enregistrements qui ont été faits, il y a eu un disque qui a été fait, qui n'a pas été diffusé, ni publié, ni rien du tout. Comme à chaque fois, c'est ça, il y a de l'argent pour faire ceci ou cela. En tout cas, c'est comme ça en Ardèche, je sais pas si c'est comme ça chez vous. Mais il y a subitement, on a besoin de ça pour tel ou tel projet, et puis ça s'arrête là. Donc, le disque a été fait avec les enfants, et c'est très émouvant d'entendre à la fois la voix des personnes âgées collectées, et puis ensuite la chanson qui est rechantée par les enfants. Avec tout ça, il y avait tout un dossier et pédagogique et scientifique, mais tout a été. Alors il y a une petite musique, voilà, merci. C'est pas encore ce que je veux vous faire écouter. Voilà, qui a été donc les fiches et tout ça, ça a été englouti et donc on n'en a plus reparlé du tout. Bon, alors moi j'en ai un exemplaire, je compte contacter le Centre des musiques traditionnelles pour essayer d'en faire quelque chose à ce moment-là, voilà. En 2012-2013, là on se rapproche, il y a l'école départementale de musique et danse de l'Ardèche qui s'est intéressée, qui a été sollicitée par des musiciens et tout ça pour avoir accès justement à ce genre de répertoire, parce que c'était toujours assez difficile d'y avoir accès. Donc on avait monté tout un programme sur 2 ans. Alors j'intervenais dans les écoles de musique. Alors, je suis intervenue sur 5 endroits en Ardèche et à Tain-l'Hermitage pour présenter ma collecte et aussi il y avait des musiciens qui transmettaient les musiques à ce moment-là. Voilà, mais ça, je ne sais pas si ça a été, si certains s'en sont saisis pour que ça aille un peu plus loin. Les chœurs, il y a des chorales et tout ça qui sont très friandes de chants du monde. C'est actuellement, en tout cas par chez nous, il y a énormément de chorales c'est comme les contes ce matin, là, Mongolie, qui sont très, très, très friandes de chants du monde. Mais malheureusement, il n'y a pas souvent les outils, les partitions et tout ça, les harmonisations pour s'adresser à des chorales, pour faire des choses un peu dynamiques. Et bon, là encore, la demande est faite. Alors, par rapport à tout ça, eh bien, je me suis adressée un petit peu à des chanteurs ou musiciens de mon coin qui se sont saisis de certaines des chansons que j'avais collectées. Alors, entre autres, il y a un chanteur, musicien, collecteur
qui avait participé au disque Apprends-moi ton langage, Christian Holler, qui a repris des chansons, mais sans aucune transformation. Hein. Lui, il reprenait les chansons telles quelles, il les rechantait telles quelles, accompagné un petit peu à l'accordéon, ou voilà. Et puis souvent, ça servait aussi d'accompagnement à des spectacles musicaux ou des concerts mis en image avec une projection de vue du pays et des textes et voilà. Alors ça tournait un petit peu court et puis c'est vrai que pour les chansons, ça faisait un petit peu figé quoi. Bon, il m'a signalé par contre que par exemple, parce que lui était très remonté par le fait de ces chorales qui chantent des chants du monde et qu'il n'y ait pas de répertoire, hein, et qui m'a signalé entre autres qu'il y a une des chansons que je crois que Nicolas a collectées aussi, Aux montagnes que tu es haute, tu m'empêches de voir le jour, voilà, qui est chantée par un groupe new-yorkais, Chronos Quartet. Hein, un très beau disque, si vous pouvez, vous allez sur YouTube et vous verrez. Et entre autres, il y a donc Aux montagnes que tu es haute, qui est chanté avec un accent britannique, mais c'est superbe. Alors je me dis, mais pourquoi nos chanteurs ici ne pourraient pas, ou les chorales ne pourraient pas rechanter ce genre de choses. Bon, bref. Ah bon, d'accord. Alors, il y a un autre copain avec qui j'ai travaillé, c'est Stéphane Méjean, qui est musicien entre jazz et musique traditionnelle, qui est collecteur, auteur, arrangeur, chercheur aussi. Il est allé en Louisiane pour essayer d'échanger des musiques. Il est allé en Chine, chez les Dong, et là-bas, il a porté une de mes chansons que jamais j'aurais cru qu'on aurait pu en faire quelque chose. C'est, attendez, que je la retrouve d'ailleurs, je ne l'ai pas apportée parce que c'est vraiment une histoire de femme que je suis heureuse de m'être mariée. Mon mari m'aime et moi je l'aime, nous aimons tous les deux, mais il a fait un truc avec ça, incroyable, et donc avec la cornemuse et tout, chez les Dong, là-bas, ça a fait, ça a marché du feu de Dieu. Bon. T'as pas le son Voilà. de ça. Pardon ? T'as pas le son de ça. Eh non, je l'ai pas le son. Eh non, c'est dommage. Je l'avais, mais je l'ai pas apporté. Voilà. Alors par contre, il a travaillé sur une chanson qu'on va vous faire écouter, qui est Amusez-vous fillette ou ben Duvachunia Bergeir. C'est une bourrée de Madame Chazelle, là, que j'ai beaucoup collectée, qui a je ne sais combien de couplets, parce que c'était donc une chanson à danser, et donc qui agençait à la fois les couplets en patois, puis ça embrayait sur des chansons en français, tout ça, l'histoire de la fille qui part au régiment, etc. Voilà. Alors, dans un premier moment, on va pas tout faire écouter, parce que ça serait trop long, et puis j'ai déjà presque épuisé mon temps de parole. On va faire écouter un petit morceau, Madame Chazelle. Amusez-vous, fillette. Duvachunia Bergeiro, Duvachunia Demo, Lulondelo Ribeiro, Nembevrenca Kiko, Lulondelo Ribeiro, Nembevrenca Kiko. Tu porteras les nougets, je porterai l'oupon, Lulondelo Ribeiro, nous ferons des bons chants, Lulondelo Ribeiro, nous ferons des bons chants. Perchiamone montagno, o samiglio yonki, mon miagni prévu savo, crevo caro chofi, mon miagni prévu. Voilà, alors on arrête là. Et puis donc Stéphane, il a agencé pour l'Orchestre national de cornemuse de Lyon en 2013. Alors on peut en passer un petit bout pour voir. De la même chanson, oui, la chanson Amusez-vous fillette. Voilà, alors voilà, ça continue, mais il y a beaucoup de variantes et tout ça. Et en général, la position de Stéphane, c'est qu'il ne touche pas aux mélodies, mais qu'il leur applique des harmoniques jazz. Voilà.
Bon, mais il m'avait écrit un petit texte pour dire l'originalité de ses chansons et tout ça, mais j'aurais pas le temps. Et puis j'ai beaucoup travaillé avec Evelyne Girardon, que certains beaucoup doivent connaître, parce qu'elle était un peu une pionnière pour revisiter en particulier la chanson traditionnelle, mais beaucoup française, hein, chanteuse, vielleuse, musicienne, comédienne. Des groupes La Bamboche, Roux les Fillettes et aujourd'hui Compagnie Beline, et qui a publié en 2005 deux CD avec une cinquantaine de chansons, dont à l'intérieur une des miennes qui a eu beaucoup de succès. C'est La pluie tombe sur vous. C'est une chanson de mai qui m'a été chantée par un vieux monsieur qui animait des bals de mariage tout à la voix et au sabot. Et donc on va vous en faire écouter un petit morceau. Et puis l'interprétation, oui, ce que j'allais dire, d'Evelyne dans la foulée. Alors là, peut-être on va écouter en entier, ça fait 3 minutes. Ça vous va? Bon. Quel avantage vos vaches rentrées au forêt des fromages. Vous en tirerez de l'argent pour marier tous vos enfants. En chantant de l'entendre ce joli mois de mai qui toujours nous réveille. En chantant de l'entendre ce joli mois de mai qui toujours nous réveille. La pluie tombe sur nous pour vous, quel avantage! Vous engraisserez vos moutons, à la Saint-Jean nous les vendrons. En chantant de l'entendre ce joli mois de mai qui dort sur la rosée. En chantant de l'entendre ce joli mois de mai qui toujours nous réveille. La pluie tombe sur nous pour vous, quel avantage! Vos vaches auront du lait, vous ferez des fromages. Vous en tirerez de l'argent pour marier tous vos enfants, en chantant devant templant ce joli mois de mai qui toujours nous réveille. En chantant devant templant ce joli mois de mai qui toujours nous réveille. La pluie tombe sur nous pour vous, quel avantage! Ce joli mois de mai s'endort sur la rosée. Vous engraisserez vos moutons, à la Saint-Jean nous les vendrons, en chantant devant templant ce joli mois de mai qui toujours nous réveille. En chantant devant templant ce joli mois de mai qui toujours nous réveille. Vous filles qui dormez à la plus haute chambre, écoutez les amants à la porte qui chantent. Préparez-leur la collation pour tous ces beaux gentils garçons, en chantant devant templant ce joli mois de mai qui toujours nous réveille. En chantant devant templant ce joli mois de mai qui toujours nous réveille. En chantant devant templant ce joli mois de mai qui toujours nous réveille. En chantant devant templant ce joli mois de mai qui toujours nous réveille. Voilà, alors donc Evelyne Girardon qui met souvent le bourdon de la vielle derrière et qui là a trouvé que ça s'était imposé, que c'était évident comme témoin de la densité sonore et de l'émotion ressentie, etc. C'est elle qui m'a écrit ça. Bon. Excusez-moi, Evelyne Girardon, je la connaissais pas, c'est la chanteuse et chanteuse. C'est la chanteuse, oui. Ouais. Oui, aussi, oui.
Elle a fait beaucoup d'arrangements pour des chorales, elle a fait des stages par rapport à ça et tout ça. Mais souvent, c'est très très compliqué et les gens ont du mal à le refaire ensuite. Voilà, c'est dommage. Alors, c'est trop simpliste ou trop compliqué. Ouais. Donc, alors aussi, cette chanson, et j'étais très contente, elle a figuré 2 fois au bac de musique en 2003 et en 2000, enfin bon, et 2009, je pense. Donc, c'est bien parce que du coup, ben, elle a dû être diffusée à l'échelle nationale, quoi. Voilà. Alors il y a un portail, mais je vous donnerai toutes ces informations si ça vous intéresse, de la musique modale, là où Evelyne Girardon et d'autres mettent des choses. Ensuite, bon, elle m'avait écrit des choses, mais j'ai pas le temps de le lire. J'ai travaillé avec un groupe, alors là aussi c'était une expérience très intéressante, qui s'appelle le MARAF, Manifestation d'art rural d'avant les foins. Voilà. Alors ce sont 3 musiciens, dont un argentin qui allait il trouvait que c'était un peu mort nos campagnes. Il y a la violoniste qui est du coin et qui se disait que c'était sympa d'animer les hameaux. Et donc dans chaque hameau, s'il y avait quelqu'un qui voulait bien inviter des voisins et tout ça. Et puis, c'était la base d'une petite fête ou d'un repas ou autre. Il venait diffuser, c'était surtout de la musique argentine. Et avoir la réaction des gens du coin qui chantaient aussi parfois certaines chansons, ils se sont dit que c'était vraiment intéressant de mettre les deux traditions en concordance. Et donc, ils ont travaillé à partir de ma collecte et de chansons de la tradition argentine. Et ça a donné des créations originales très sympathiques où les 2 traditions sont en dialogue. Alors, c'est soit qu'il y avait des thématiques qui étaient semblables, par exemple dans des histoires Mariémon, ma chère mère, et il y avait une tradition qui était semblable, et puis il y avait des airs qui pouvaient correspondre, alors ils avaient travaillé à partir de ça, soit dans la rythmique, soit dans les harmoniques ou autres, enfin bon, voilà. Et donc ils ont travaillé entre autres à partir d'une chanson de carnaval, où au début on entend, c'est un début du collectage, la personne, Madame Chazelle, voilà, qui parle du carnaval, et ça embraye après sur un bout de chanson, et ils font entrer des instruments, et ça fait toute une boucle pour revenir ensuite à la chanson du départ. Bon, j'ai trouvé ça intéressant, quoi, et disons que ça peut toucher au-delà des personnes qui sont sensibles à la musique traditionnelle. Oui. Le processus, c'était de partir du collectage et ensuite vous avez dit, revenir à le processus, c'était de mettre en parallèle une chanson ardéchoise dans ce cas, et argentine, parce qu'il avait trouvé pas mal d'échos, le musicien argentin qui était dans le groupe, avec sa tradition. Et donc les chansons qui pouvaient correspondre et dialoguer, ils ont travaillé à partir de ces 2, mais ils en ont fait quelque chose d'original. Ils les ont en quelque sorte tissés pour mettre les 2 en valeur. Voilà. On peut écouter peut-être. Oui, on va l'écouter comme ça. C'est un morceau un peu long, alors on terminera peut-être là-dessus, parce qu'au moins ça m'évitera de dire plus de bêtises. C'est une liste de questions peut-être. Ouais. Alors je remercie beaucoup l'équipe là, parce que j'ai été très mauvaise élève, j'ai pas envoyé mes documents à l'avance. Il y en avait qui étaient sur internet, sur CD et tout ça, ils ont dû se dépatouiller entre midi et 2. Et vraiment, merci à Anaïs aussi qui a mis qui a prêté son ordi. Ouais. C'est le carnaval à 8. Le soir du Mardi Gras. Moi, en chef de les filles, elle me faisait un homme de paille. Oui. Et puis, alors,
le jour du Mardi Gras, on allait le brûler. Alors, elles étaient montées une fois au Consenso, et au tournant du Chambon, qu'on appelle, que puis on va l'avaler un peu, parce que je vais à Saint-Aubert, eh bien, ils allaient le brûler là, ce carnaval. Alors là, elle faisait la ronde, elle dansait, elle chantait, et voilà, c'était la poitrinerie. Adieu paure, 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 adieu paure, carnaval. Tu te vas, j'ai un chérati, anche bene, Ça continue, il y a 4 minutes et quelques, donc vous voyez. Voilà. Alors je voulais dire qu'à force de lancer des bouteilles à la mer comme ça, que ce soit des publications, des musiciens ou autres projets pédagogiques, moi j'espère toujours que quelqu'un pourra en récupérer pour s'approprier le contenu, l'interpréter à son tour avec son empreinte. Et l'empreinte de sa personnalité et de son temps, quoi. Ces chansons sont souvent perçues comme désuètes et inadaptées, et en effet, elles étaient adaptées à un autre temps, un autre mode de vie, et des rythmes, des gestes, et des activités. Et donc, je compte beaucoup sur des outils actuels, tels Infrason entre autres, pour diffuser, pour s'emparer de toute cette culture qui est mise à disposition et pour, par exemple, un métissage, atteindre un plus vaste public. Voilà, je dirais pas mieux parce que... Merci. Intéressés par Infrason, j'ai des petites cartes à distribuer là. On est en pleine promotion de ce site à travers l'Ardèche, entre autres. On va quand même prendre 5 minutes rapidement s'il y a quelques questions. D'autant que là, ce qui est intéressant, enfin, je trouve dans ton intervention, c'est que tu es la collecteuse et c'est toi qui fais un appel à l'utilisation et à la réutilisation de ces archives. Quand on sait que, on m'a dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui gardent précieusement des archives sous leur lit et qui ne les partagent pas. Et donc là, on est vraiment dans l'idée inverse de susciter la création. Ah ben oui. Voilà. Et c'est ça que je trouve assez beau dans ce que tu racontes. Je l'ai mis à disposition justement pour que ça serve à d'autres et que ça aille un peu plus loin, quoi. Ça sert à rien sinon. Je sais pas. Ah, Malika ? Et est-ce que pour les comptes que tu as collectés, c'est aussi en numérisé, en ligne? Eh ben non, justement, parce qu'il m'avait pas dit au départ qu'il devait y avoir les comptes, il devait y avoir... Alors donc là, ça va être une deuxième cuvée. Il va falloir numériser et puis le mettre sur Internet aussi, mais je compte le faire là. Mais il y a un recueil. Oui, mais ça avait... Pardon ? Il y a un recueil, vous avez... Oui, mais ça, c'était en désespoir de cause parce que j'arrivais pas à publier les chansons, donc j'ai fait vite fait mal fait le recueil de contes et il y a beaucoup de choses qui n'y figurent pas et oui parce que et puis je travaille sur la longueur, je ne suis pas sur le temps d'un projet moi, donc s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me raconter, j'y vais. Donc ou qui me parle d'autre chose et puis subitement il me raconte une histoire quoi. Donc c'est pris sur le vif
Et tout ça, c'est à aller récupérer un peu de partout. Alors, je vous dis pas, le travail. Encore une autre question? Petite remarque? Ou sinon, on peut continuer, peut-être, comme on a... Merci en tout cas, merci beaucoup. Ah, une dernière question. Jusqu'à quand les gens continuaient à faire tous chanter, c'est-à-dire être tous acteurs de la société, de chanter sans aller prendre des cours de chant, sans faire de chorale, sans... Est-ce qu'on peut apprendre une fourchette de... Déjà dans les années 70, quand on a commencé à collecter et qu'on allait dans les fermes, il fallait déjà une bonne capacité, enfin de la patience pour arriver à convaincre les gens qu'ils étaient détenteurs de quelque chose qui pouvait intéresser, parce qu'ils n'avaient, auprès de leurs enfants et tout ça, ils n'avaient plus l'occasion de le retransmettre. Ça n'intéressait, d'une part, il n'y avait plus les occasions de retransmission, d'autre part, ça n'intéressait plus personne. Alors à part, dans les baptêmes et tout ça, il y avait la mémé qui chantait toujours la même chanson, qu'on lui réclamait sa chanson pour lui faire plaisir, mais autrement, c'était pas spontané, quoi. Donc, et puis il fallait creuser, et c'était un travail de patience que d'arriver à ce répertoire. Comme je vous dis, Madame Chazelle, là, ça a été sur 10 ans. Voilà, parce que ça revenait, ça avait été tellement enfoui, étant donné que ça ne correspondait plus à rien du tout dans la vie de tous les jours, que on avait fini par l'oublier. En tout cas, c'était plus pratiqué dès ce moment-là, je pense. Enfin, je ne sais pas si chez vous c'était autre chose. Alors, je vous propose de continuer avec l'intervention de Katia. On va faire un petit déménagement technique. Et donc, Katia, j'imagine que tu vas nous parler aussi de tes terrains, donc entre l'Aveyron, l'Écosse, de chez toi, l'Andalousie, Roquefort, Millau, enfin, un petit voyage. On va se balader. L'Écosse, l'Écosse. Ouais. Je passe là. Ouais, merci beaucoup. Parisien. Je les lancerai après. Non, je le ferai. Et je vais pas parler avec le micro. Ah, pardon, donc t'en as besoin. Ok. Donc alors, moi je vais essayer de vous parler après toutes ces expériences que Sylvette a décrites. Je vais essayer moi aussi de rentrer dans des expériences un peu concrètes de la manière dont j'ai pu travailler à partir de matériaux issus des mémoires orales et donc comme Sylvette, faire le lien entre ces matériaux et des projets inscrits dans le temps présent. Voilà, pour ça que cette intervention en fait elle parle de mémoires orales et d'autochtonie dans le temps présent. Alors l'autochtonie, juste pour revenir sur cette idée, c'est pour moi, et c'est ce que Jean-Noël exprimait hier, ça traduit l'idée de résonance et de connexion avec le milieu de vie, en fait. Et donc, ça traduit un certain rapport au territoire et dans lequel il y a aussi une certaine réciprocité entre l'être humain et son milieu de vie. Voilà. Les mémoires orales, elles, quand on les convoque, c'est parce qu'on fait référence au passé, un passé qui est associé à un monde qui est passé, donc, et que l'on souhaite interroger ou réactiver dans le temps présent. Mais on éclaire aussi l'expérience d'une certaine relation, d'une certaine résonance entre l'humain et son milieu de vie dans le temps passé, donc. Et alors, on s'interroge sur la forme de cette résonance, quelle est la part et la place du corps dans cette expérience, à quelle symbolique ça renvoie, quels sont les effets de cette résonance entre l'être humain et son milieu, des effets sociaux, écologiques, économiques, produits engendrés par cette expérience. Voilà. Donc, l'hypothèse, dans ce que je vais essayer de raconter là, c'est de dire que les processus de mobilisation de ces récits liés au passé,
Alors on peut les appeler des recherches-actions, on peut les appeler des expérimentations sociales, on peut les appeler des projets culturels, artistiques, on peut les qualifier de différentes manières. Mais en fait, ces processus, ils permettent, in fine, d'interroger et de réenvisager le sentiment d'autochtonie dans le temps présent. Moi, je pense que les mémoires orales, quand on les convoque, elles peuvent nous aider, finalement, dans un contexte actuel qui est vraiment fortement marqué par la technicité excessive, par le phénomène, et on en parlait hier, de contraction, abstraction du temps et de l'espace, cette idée de virtualisation aussi des rapports sociaux, en fait, à résister à ces sortes d'injonctions-là, et à penser, à expérimenter d'autres voies, d'autres alternatives, et donc à restaurer un certain rapport à l'espace, au temps et aussi à l'autre, à ceux qui nous entourent, et donc à remettre du sens, en tout cas un certain sens, dans nos relations avec le milieu de vie. Et d'ailleurs que ce milieu soit rural, entre guillemets, ou urbain, ça peut en fait concerner ces deux dimensions-là. Alors du coup, je vais commencer par vous parler du rapport à l'espace, au sens d'abord géographique du terme. Comment on se situe dans un espace géographique. Et je vais pour ça prendre l'exemple du légendaire que je suis allée travailler, à travers des recherches que j'ai pu mener en Andalousie entre 2003 et 2008, et puis après en Aveyron, chez moi du coup, entre 2008 et 2015. Donc l'idée c'est d'envisager le légendaire comme une résonance avec l'espace proche. Parce que l'expérience du monde, elle se borne plus aujourd'hui à l'échelle locale, et qu'elle s'est plutôt dilatée, et que dans cette dynamique-là, eh bien, l'expérience corporelle, elle est amoindrie. Et donc, il y a eu perte de cette expérience corporelle, et du coup, avec elle aussi, de la perception fonctionnaliste, on en parlait hier, de la perception du milieu. Avec l'avènement de la modernité, du positivisme, comme le disait Pierre, eh bien, on s'est mis à tout expliquer, on s'est mis à tout décrire, à tout classer, et la nature est devenue un objet extérieur à l'homme. Et un univers sans pensée. Voilà, le rapport au monde, il s'est segmenté à un moment donné avec cette idée de modernité. Et donc, nous, on s'est positionné en dominateur, enfin, je fais des raccourcis, mais vis-à-vis de ce qui nous entoure. Donc, c'est le changement de posture dont parlait Jean-Noël hier qui a transformé le rapport que les hommes entretiennent avec leur milieu de vie. L'intelligence qui était fondée sur un rapport de réciprocité avec le milieu de vie s'élabore désormais à partir d'un flot d'informations exogènes, constants, et qui viennent beaucoup des milieux urbains aussi. Donc, la perception du milieu qu'on peut avoir aujourd'hui, de l'espace qui nous entoure, elle est plutôt d'ordre esthétique ou documentaire aussi, avec la prédominance de cette idée de paysage. On est devant quelque chose et on le contemple, on le traverse, mais on l'expérimente peu, ou alors on l'expérimente de façon récréative. Souvent, on pratique des activités de pleine nature, on randonne, on fait de l'escalade, on fait du canoë, etc. Donc on assiste quand même à une espèce de déconnexion, en tout cas une connexion qui est différente de celle qui pouvait s'opérer autrefois, entre le corps, l'être charnel et l'espace qui l'entoure. Et du coup, il y a aussi un affaiblissement, parce qu'ils n'ont plus d'utilité, finalement, des savoirs liés à cette expérience du milieu, qui permettait de mettre du sens et de l'ordre dans l'environnement qui entourait la communauté. Donc, les récits légendaires, ils font partie de ces savoirs qui ont moins de sens aujourd'hui. Et pourtant, ils permettaient de mettre du sens et de nommer les éléments qui étaient autour de nous. Ils étaient rattachés au territoire et ils étaient en lien avec la réalité d'un lieu ou d'une époque particulière, et ils s'inscrivent dans la géographie de ce territoire. Et puis, alors, si on les a appuyés par la toponymie, en fait, si on rajoute aussi cette dimension-là, en fait, on se rend compte qu'ils permettent vraiment, ces récits, d'organiser l'espace environnant le village dans les sociétés traditionnelles, et que donc, ils avaient une fonction très importante, et ça, c'est l'anthropologue Marc Aubaré qui en parle souvent, d'ailleurs. Donc, du coup, dans ce contexte-là, les êtres légendaires, je parle des fées, des géants et d'autres personnages fantastiques, c'est vrai qu'ils sont moins utiles. Du coup, dans cette façon-là de se relier à l'espace, ils nous aident un peu moins. Et
ils étaient sujets au départ, c'était des sujets de notre environnement, et puis on les a rangés du côté des objets, et même des croyances naïves et archaïques, comme on le disait. Et donc, Jean-Noël, il disait hier que les êtres fantastiques, ils se sont dépaysés, parce que les conditions ne sont plus réunies pour leur permettre d'exister. Alors, moi, ma question, ça a été de dire comment on peut les convoquer dans le temps présent et qu'est-ce qu'ils peuvent nous raconter, finalement, de notre propre milieu de vie. Alors, du coup, je vais m'appuyer sur le travail qui a été fait en Andalousie et sur l'Écosse. Je vais essayer d'être rapide, c'est difficile d'être rapide. Donc j'ai réalisé des enquêtes ethnographiques en fait dans le cadre au départ d'un mémoire de maîtrise. Donc dans les Alpujarras, c'est sur le versant sud là, de la Sierra Nevada, entre 2003 et 2008 comme je vous le disais, et sur l'Écosse. Et on y viendra après sur l'Écosse, mais d'ailleurs on va y aller maintenant. Voilà. Et donc, dans les deux cas, dans mes travaux là, de recherche et de collecte, j'ai constaté qu'il y avait quand même une rupture de transmission orale de ces récits, c'est-à-dire que les récits circulaient plus clairement. Et d'ailleurs, même pour arriver à les trouver, il fallait souvent, surtout ne pas parler de légendes. Voilà, pour que les gens racontent des légendes, il fallait surtout pas leur dire racontez-moi des légendes, parce que pour eux, il y avait pas, c'était pas pertinent. Et donc, au moment de la réalisation des enquêtes, ces récits sont connus des anciens, mais plus rarement des plus jeunes. Donc, dans cette démarche, il y a un caractère un peu scientifique au départ, puisque je vous le disais, c'était dans le cadre d'un mémoire de master, enfin de maîtrise. Et puis aussi, il y avait sur l'Écosse cette envie de ma part de revenir chez moi et donc de réinterroger ma propre culture. Mais derrière ce travail-là, il y avait quand même pour moi l'envie de questionner le sens et le rôle du légendaire en fait dans le temps présent. Et du coup, j'ai choisi, voilà, je vais juste vous présenter quelques-uns des témoins que j'ai rencontrés sur ces chemins andalous et écossenards en fait. Voilà, il y en a eu. Il y a eu de très très belles rencontres ici sur l'Écosse, Beire de Veiro, voilà. Et donc, à l'issue de ces collectes, en fait, ce qui m'a paru intéressant, c'est de choisir et de travailler avec l'objet du livre comme support et outil de redynamisation, entre guillemets, en tout cas, c'était ce que j'avais envie de faire de ces récits. Donc, il y a eu un premier livre en 2005 autour des récits légendaires andalous. Et puis voilà. Après, je viendrai sur l'autre bouquin. Un premier bouquin donc qui rassemble une sélection de certains récits qui ont été collectés dans les montagnes et qui donc a été distribué dans les villages où les collectages se sont faits. Donc on a monté des partenariats avec les mairies et pour que les bouquins circulent dans les écoles à prix coûtant, de manière à ce que tous les enfants déjà de ces écoles puissent avoir le bouquin pour 2 €. C'était, je crois, qu'ils devaient amener pour avoir le livre. Et c'est un petit bouquin qui est un tout petit peu plus petit que ça, mais avec une couverture cartonnée. C'est pas un livret, c'est quand même un livre. Et donc, on a monté des partenariats, comme je vous le disais, et puis on a organisé aussi des différentes actions autour avec des ateliers, etc. Je vous montre juste la carte qui situe dans le livre à plusieurs endroits au niveau du chapitrage, à chaque fois les récits, où est-ce que ça se passe en fait. Et puis je vais vous montrer quelques extraits de l'intérieur du livre. C'est vraiment de l'illustration. C'est un bouquin qui a été illustré par Perrine Boyer, qui vivait à Grenade à ce moment-là avec moi et qui était elle aussi étudiante, donc qui connaissait très très bien la zone et qui m'a accompagnée dans le projet. Donc c'est des histoires de trésors cachés, des histoires de Reina Mora, des histoires de morts, des histoires pas mal de trésors cachés en fait, et pas que. Voilà. Et donc ici vous avez l'ouvrage qui a été réalisé plutôt sur l'Écosse et qu'on retrouve ici.
et qui a été aussi illustré par Perrine Boyer, mais pour le coup là avec des choix un peu différents, c'est-à-dire qu'on n'est pas que sur de l'illustration, on est aussi sur du collage à partir d'archives photographiques qui ont été rassemblées pour réaliser l'ouvrage. Donc avec toujours cette intention de situer les récits dans l'espace et de donner accès donc à cette topographie légendaire au lecteur. Voilà, sauf qu'en plus dans cet ouvrage-là, on a une dimension photographique qui intervient pour vraiment relier le récit au paysage et à l'espace physique dans lequel il se situe. Donc pour chaque récit, on a cette photographie qui précède donc l'illustration, qui elle est faite de collages, comme je vous le disais, issus de cartes postales anciennes ou d'éléments du paysage repris, et où on accorde aussi à la langue une place première, puisque les récits ont été collectés, dans le cas du bouquin sur l'Écosse, en français et en occitan et en patois. Voilà. Donc, je vous montre quelques-unes des illustrations. Ici, un travail sur un récit qui parle de géants et de rochers qui ont pris racine et avec lesquels les géants jouaient aux quilles. Et puis ici, une autre illustration qui parle des fadarelles de par chez moi, Pierre. Et tu vois, nous, on les a représentées par des photos, des vieilles photos de cabanières, donc les ouvrières de cave qui contribuent à l'affinage du fromage en cave. Et puis on leur a mis des petites ailes en forme d'arbre. Donc c'est vrai qu'il y a aussi tout un imaginaire derrière à partir de l'histoire vraiment du coin. Voilà. Donc dans ce livre-là, il y a ce qu'il n'y avait pas dans le premier, il y a un CD qui permet d'écouter ces récits aussi en français et en occitan. Et d'ailleurs Malika a participé elle a raconté un des récits collectés puisque il avait été collecté qu'en français pour le coup. Voilà. Donc autour de ces deux livres, et là je pêle-mêle quelques photos qui vont vous montrer un peu les actions menées. Donc évidemment, la première chose c'était de le diffuser et surtout auprès des jeunes publics. Donc ici en Andalousie, dans les écoles comme je vous le disais, et après des ateliers pédagogiques mais aussi de création qui ont vraiment eu pour objectif de travailler le lien entre l'espace, les récits légendaires, l'espace et puis les enfants en fait. Donc là, on a travaillé sur la fabrication de maquettes pour situer les récits dans les montagnes. On a réalisé des objets en lien avec les motifs et les figures et les personnages invoqués dans les récits. On a plutôt été sur le terrain en organisant des sortes de balades randonnées où les récits étaient racontés également. Donc, vraiment de susciter aussi ce lien, la reconnexion aussi du corps à travers les histoires et le fait de retourner en fait sur les lieux dont parlaient les anciens. Donc, évidemment, en demandant aux anciens qui étaient ceux qui connaissaient les histoires de venir avec nous. Voilà. Donc des choses plus tournées vers le théâtre, des choses ici à Roquefort, un atelier d'illustration avec l'illustratrice, et puis à l'issue de ce travail de remise en illustration de la légende, et ben on est parti sur le terrain pour aller à la grotte des Fées en question, et donc on a fait une sortie avec les enfants de l'école de Roquefort où le monsieur qui avait raconté l'histoire, qui est en l'occurrence en plus un archéologue et spéléo, a re-raconté l'histoire in situ avec tous les enfants. On a aussi travaillé sur des expos un peu polymorphes en fait, avec la dimension photographique. Donc ici, ça se passe au CREA, c'est la MJC en fait à Millau, où on a les portraits des anciens, toujours associés au paysage, et puis les illustrations qu'on expose, et puis la fabrication de panneaux, vous voyez, on les voit pas très très bien, mais où on entend aussi la légende qui est racontée. Donc on a fabriqué des espèces de paravents pour illustrer et en même temps où on peut s'approcher et entendre le récit. Ça, c'est des expérimentations en fait à chaque fois, hein, avec pour base les matériaux. Ici, une randonnée, une balade contée organisée avec Malika, où on a raconté, et Marco Barré aussi d'ailleurs, où on a raconté à deux voix certains des récits. Voilà, là, le Roc Traucat, on a raconté l'histoire du Roc Traucat, et puis ensuite on est parti à d'autres endroits des récits du bouquin. Et puis ensuite aussi autour des légendes de par chez nous, on a travaillé un spectacle qui met en scène
C'est un hommage à Adrienne Durand-Tulou aussi, aux recherches qu'elle a pu mener sur le territoire il y a quelque temps déjà. Et c'est l'idée de travailler sur le rapport à l'invisible et donc de mettre en scène ces êtres légendaires et fantastiques dans le rapport qu'ils vont entretenir avec une ethnologue qui justement sait plus trop où elle se situe dans cette quête-là de travailler sur ces questions de récits légendaires et de fantastiques. Et ça rejoint tout à fait ce que disait Jean-Noël hier sur le fait que ce soit difficile aussi de travailler sur ces questions. Tu disais que la personne qui avait vu, par exemple, qui avait été témoin, ne voulait pas l'avouer d'un point de vue scientifique, tu vois. C'est exactement ça. Voilà. Et donc tout ceci, pour moi, enfin en tout cas cette matière-là et ces projets-là nous ont permis vraiment de travailler sur le rapport à l'espace et au temps aussi, mais surtout à l'espace. Le légendaire, pour moi, c'est vraiment une manière un matériau très 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 intéressant d'un point de vue pédagogique aussi à plusieurs égards, mais pour travailler le lien avec l'espace proche, voilà, retrouver le sens de l'espace, la résonance avec l'espace. Donc dans un second temps, je sais pas bien où j'en suis du temps, mais je voulais juste aussi, ça va ? Ah oui, je voulais aborder aussi la question du rapport au temps et du rapport aussi à l'autre, et je vais le faire en même temps. Du coup, mais j'ai participé entre 2000. Alors, il faudrait que j'arrive à l'autre petit document sur. C'est celui-là, ouais. Entre 2008 et 2015, un projet de sauvegarde, entre guillemets, valorisation, transmission des mémoires orales liées à la fabrication du roquefort. Et donc là, un projet qui s'inscrivait dans un contexte un peu plus large, qui répondait à des enjeux économiques et touristiques identifiés par les commanditaires du projet, avec le problème de la baisse de vente des fromages, le problème de la baisse de fréquentation du site, etc. Donc des enjeux qui moi, dépassaient le cadre de ma recherche, mais dans lesquels s'inscrivait cette recherche. Et puis d'autres enjeux que j'ai identifiés au fil du temps aussi, d'ordre plus social ou culturel évidemment, notamment la fragilisation du sentiment d'appartenance à la filière fromagère, et puis le sentiment de dépossession aussi de dépossession du village par les habitants, puisque on est dans un village à Roquefort qui est vraiment habité par l'industrie et dans lequel la question de l'habitant est vraiment reléguée au second plan. Il y a la logique touristique et de la logique marchande. Et donc, dans un contexte de patrimonialisation très intense, puisque ce fromage est une ressource culturelle qui fait vraiment l'objet d'un processus de patrimonialisation qui est très très fort. Donc, moi, je me suis demandé, autour de cette recherche, dans le cadre de cette recherche-là et depuis l'endroit où je me situais, comment je pouvais travailler sur les mémoires orales et en même temps répondre aux enjeux du lieu, aux enjeux sociaux et culturels du lieu, c'est-à-dire ce lien, cette absence de lien entre les habitants du village et leur village, et puis cet écart entre les différents maillons de la filière fromagère. Donc voilà, on a mis en route un projet autour des mémoires orales en travaillant à partir d'une méthodologie participative avec à la fois des enquêtes ethnographiques, mais aussi un processus de création artistique et esthétique qui a donné lieu à de nombreuses collaborations, et puis la restitution publique de ces travaux. Voilà. Donc là, en quelques images, la question des enquêtes s'est faite de diverses façons, soit de façon individuelle avec des entretiens classiques, mais aussi dans le cadre de réunions publiques ou dans le cadre d'un projet pédagogique qui a été assez intense, qui a duré plusieurs années et où on a questionné les mémoires orales à travers la notion de sens, des 5 sens. Donc chaque année, on a exploré un sens et on a donc emmener les enfants dans ce processus de recherche et derrière de création. Donc c'était eux qui étaient quelque part, ils menaient leurs enquêtes et ensuite on analysait évidemment le fruit des enquêtes et puis on restituait le fruit des enquêtes en lien avec le sens qui était abordé. Voilà, donc ça c'est un gros boulot
qui nous a pris énormément de temps. Là, ce sont juste des photos qui rendent compte un peu des travaux qu'on a mis en partage. Ça a donné lieu à des expositions, mais aussi à des petites publications, voilà, des livrets pédagogiques qui ont permis de rendre compte de la démarche, parce que mener des projets comme ça, et comme le disait Sylvette, c'est pas, en fait, c'est important de donner à comprendre vraiment les coulisses du processus, sinon bien souvent, c'est pas compris. Comme tu dis, hop, c'est posé dans un coin et puis après on oublie. Alors on a travaillé sur cette notion-là de donner à comprendre, de traduire vraiment la recherche pour les familles. C'était vraiment adressé aux familles pour qu'ils comprennent dans quelle mesure le projet ethnographique qu'on proposait à leurs enfants permettait de travailler sur des apprentissages divers et variés en fait, puisqu'on travaille à plein de niveaux en fait sur un projet comme ça. Et puis des restitutions donc adaptées aux divers sens, comme je vous le disais, là pour le travail sur la création sonore, sur le l'ouïe, c'est-à-dire les paysages sonores autrefois, par exemple en cave, dans les espaces publics ou dans les fermes, eh bien on a monté une veillée. Et quand on parlait de la difficulté à restituer la dimension sonore ce matin, je peux vous garantir que c'est vrai que ça a été compliqué de restituer des créations sonores faites par les enfants à partir de ces collectages, parce qu'en fait sur scène, et Anaïs était là, se sont retrouvés, les groupes qui avaient créé les paysages sonores se sont retrouvés tout seuls devant un public qui était pas préparé à juste écouter des pièces sonores, et ça a créé des situations un peu particulières. Donc oui, en effet, la question du son, elle est vraiment importante à envisager dans ce type de travaux. Voilà. Tous ces collectages aussi ont permis de travailler sur la création de biens communs, partagés, portés collectivement à l'échelle du village. Ici, les habitants avec qui on a monté une visite guidée. On a travaillé sur un ouvrage aussi de recettes, par exemple, qui mêlait les recettes collectées et les recettes inventées, du coup pour s'inscrire dans ce temps long et que les enfants du village soient acteurs de cet héritage. La création de sentiers d'interprétation, de balades, plus après les outils numériques sont venus aussi, ont été convoqués. Donc voilà, c'est un projet qui a duré quelques années et qui a nécessité un investissement et un engagement total de la part de mon employeur, qui était l'Office de tourisme à l'époque, et qui n'était pas attendu à cette place-là en plus, donc ça n'a pas forcément été un projet facile à défendre non plus. Voilà. Et de fil en aiguille, le projet s'est transformé, puis moi j'ai aussi bougé à ce moment-là. Et aujourd'hui à Roquefort, il y a un lieu qui existe et qui s'appelle le Saloir et qui travaille sur les ressources patrimoniales au sens large, c'est-à-dire qu'il y a tous ces collectages qui sont conservés dans ce lieu, mais il y a aussi des dimensions matérielles, donc des objets, des archives liées à l'histoire fromagère. Et donc c'est un lieu municipal qui a été créé en 2018, et dans lequel à travers toujours des méthodes participatives, on essaye de mobiliser ces ressources patrimoniales vraiment dans le temps présent. Donc là, c'est vraiment les mémoires orales, elles sont convoquées vraiment aussi dans l'animation de ce lieu et de ce village dans le temps présent. Voilà. Et pour terminer, peut-être, et après je me tairai, finir sur un projet qui est du coup plus urbain, parce que là je vous ai parlé pas mal de choses qui se sont passées en milieu rural, mais du coup rapidement peut-être vous dire que dans mon quartier à Millau, un quartier qui s'appelle Malourté, qui est un quartier populaire assez densément peuplé en fait, qui a une histoire plutôt récente en termes d'occupation humaine, puisque c'est un quartier qui est né dans les années 65-70 et qui avant était plutôt une terre de vignes, en fait, qui était, on appelle ça le pays maigre, parce que c'était pas les bonnes terres et donc on y faisait de la vigne. Et donc dans ce quartier, densément peuplé, qui a été un quartier qui a accueilli des populations assez diverses et variées, aux horizons géographiques et culturels très variés.
Il y a 2 écoles et un centre social, et puis donc moi j'habite là depuis quelques années, dans la maison de mon grand-père, et j'ai eu très envie d'initier un projet collectif dans ce quartier là, il y a quelques années. Donc je suis allée voir le centre social et les 2 écoles en leur proposant de réfléchir ensemble à une façon de tisser des liens, parce que c'est un quartier avec une topographie particulière où les gens se rencontrent peu, où il y a peu de temps vraiment aussi commun. Finalement, chacun est dans son coin. Il y a un habitat assez mix. Enfin, il y a une mixité d'habitats, des maisons d'un côté, des HLM de l'autre. Ça se croise jamais trop. En fait, ça se mélange pas vraiment. Et du coup, je leur ai proposé qu'on réfléchisse ensemble à une façon peut-être d'activer une dynamique commune à partir des mémoires orales de ce quartier. Donc, c'est ce qu'on a fait, qu'on a essayé de mettre en place en 2017. On a, grosso modo, j'ai utilisé la méthodologie expérimentée à Roquefort de la même manière, en proposant un travail de collecte ethnographique par le biais des deux écoles et du centre social également. Donc on a collecté finalement les mémoires orales des habitants, jeunes et moins jeunes, arrivés depuis peu ou depuis longtemps. En même temps, c'est pas depuis très longtemps finalement mais il y a quand même une mémoire ancienne aussi liée à l'occupation des lieux, même si c'est pas en termes d'habitat proprement parlé. Et donc l'enquête ethnographique a été au cœur du processus. Donc de collectage. Et à partir de ces collectages-là, eh bien, on a... Vous voyez, là, c'était le pays maigre avant qu'il soit urbanisé, finalement. À partir de ces collectages-là, on a, un peu de la même manière que ce que je vous ai présenté, on a travaillé sur différentes dimensions. Donc ici à la Calandrette, ils ont interrogé le rapport au sauvage. Ici à Jean-Henri Fabre et à la Calandrette, on a travaillé sur les champs du quartier. Et puis on a créé des biens communs dans l'espace public. Donc par exemple là, une visite guidée par les habitants du quartier. Ici un travail sur Carnaval à partir d'un récit dont je vais vous parler juste pour finir, un récit mythologique en fait. Donc tout un travail en effet sur le carnaval du quartier et la mise en scène de ce carnaval dans l'espace, avec pour propos et pour intention toujours de relier les différentes populations du quartier et les différents espaces et habitats du quartier. Donc un carnaval qui déambule dans le quartier et qui va vraiment aux différents endroits un peu clés ou symboliquement clés du quartier. Voilà. Alors avec la création de divers personnages qui du coup sont transportés d'un bout à l'autre du quartier à l'occasion de carnaval, avec des êtres sauvages, un drac, un cep de vigne. Et donc cette histoire, qui a fait l'objet d'un bouquin tout récemment publié par l'association La Tortuga, que j'ai pas présenté, mais qui a publié aussi les autres bouquins, eh bien, elle a été purement, en fait, inventée. Je l'ai purement inventée à partir de ce que les gens et des collectages qui ont été réalisés, et aussi à partir des personnages et des motifs des contes et des légendes du pays en fait. Donc c'est un récit qui est une création littéraire, mais qui en même temps est en train de dépasser complètement ce statut-là, puisqu'il circule comme si c'était une légende en fait très ancienne dans le quartier. Parce que ça m'arrive de croiser des gens qui me disent « Ah ben oui, mais je la connais ton histoire, mon grand-père, oui, le drac à Malourté, mais oui, c'est évidemment et alors pourtant pas vraiment, voilà. Donc en fait, il se passe un truc assez rigolo. Donc, je vous parlais de l'espace public. On a par exemple créé une fresque avec les écoles, mais aussi les habitants sur les différents étés passés, et des artistes muralistes qui ont l'habitude du coup d'accompagner les gens dans de la création sur mur. Et donc on raconte encore une fois le mythe fondateur sur le mur. Donc ça, c'est à l'entrée du quartier, voilà. Et ça raconte cette histoire mythologique de la fondation du quartier de Malourté.
Voilà, on a monté une expo aussi qu'on a amenée en centre-ville justement pour inviter la population du centre-ville à prendre conscience aussi de ce qui se passe dans ce quartier et inversement inviter aussi les gens du quartier à descendre dans les espaces d'exposition de la ville en fait. Donc voilà, d'une maquette du quartier créée dans le cadre du projet, des tas de trucs, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pendant le confinement, on a fait Marion elle a fait des sortes de coloriages qu'on a diffusés partout autour de cette histoire du mythe fondateur du Pays Maigre. Voilà. Merci Katia. Ouais, moi je voulais juste dire que du coup, de mon point de vue, vraiment pour conclure, je pense vraiment que les mémoires orales, elles peuvent nous permettre de résister aujourd'hui face à ce qui nous arrive et qu'elles permettent aux individus et aux collectifs de reconsidérer l'espace environnant et les êtres qui le peuplent, humains et non humains, et puis qu'elles permettent de réactiver le sens aussi d'une certaine manière, la connaissance aussi, et donc le lien à l'espace et au temps. Et puis elles permettent de reconcentrer un peu peut-être la conscience qu'on a de nous-mêmes, d'être au monde. Donc c'est des outils et des objets qui sont puissants. Pour moi, ils sont actifs en fait. On n'est pas du tout dans quelque chose d'éteint, contrairement à ce que peut-être on pourrait penser. Voilà. Ils peuvent nous aider comme dit Augustin Berg, à recosmiser. C'est un peu ça l'idée, de nous reconnecter à ce qui nous entoure. Voilà. Merci de votre attention. À nos intervenantes. Juste avant la pause, il y a peut-être des questions pour Katia ou aussi Sylvette si vous avez envie. On prend 5 minutes. Bon, c'est vrai que là, on est vraiment avec on est dans l'action culturelle aussi, donc il y a vraiment tout ce travail que vous avez fait autour de vos collectes, de vos rencontres et aussi de vos lieux de vie en fait, puisque vous avez travaillé beaucoup à partir de là où vous vivez. Et donc ça aussi, ça donne une forme de puissance, comme tu dis, dans peut-être vous aussi, voir l'espace différemment, l'espace dans lequel vous vivez, vous aussi, enfin toi aussi peut-être Katia, ouais. Tu as eu envie de changer ton propre regard sur ton propre lieu de vie en faisant ça. Il y a cette idée de réenchanter aussi le rapport au lieu, de l'envisager d'une autre manière, d'ouvrir les perceptions, de se laisser surprendre, de sortir d'une forme de morosité aussi, où on voit plus en fait, on sent plus vraiment les lieux qu'on pratique au quotidien. Donc, c'est un point de vue tout à fait subjectif, hein. Mais il y a peut-être de ça aussi, oui, c'est sûr. Il y a une intention de toute façon qui est personnelle derrière. Je me fais une remarque en vous écoutant, en fait, c'est que j'ai l'impression que tout ce travail qui me semble assez fondamental, il tient parfois à une personne. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Katia Surmillot, il y aurait vraiment peu de... Enfin, je ne sais pas qui d'autre s'attellerait à cette tradition orale et à sa transmission. Et pour le voir, en fait, ce travail sur la ville, c'est impressionnant de recréer une légende, surtout sur un quartier assez mal perçu sur Rio. Et la parole, elle recircule, ça reconsidère et ça réenchante vraiment. Et si Sylvette, elle n'avait pas collecté ces chansons-là, j'ai l'impression qu'il y a des territoires où ça tient à une personne. Et je trouve ça un peu vertigineux, en fait. Pour tous ces autres endroits où il n'y a pas eu une personne. Même pas une. Alors là, ici, il y a une équipe. Mais c'est les voix. D'un seul coup, là, je me dis je suis pas toute seule, t'es là, hein, je te signale. Oui, mais je t'assure, oui. Je suis la modeste, mais c'est hyper la place que tu incarnes sur la ville, mais en toute modestie en plus. Voilà, c'est ça. Donc voilà, quelle chance, et à la fois je me dis, ça tient à rien, à un chiffre.
Mais enfin, moi je dirais que rien ne tient, enfin, tout tient à un fil de toute façon. Justement, quand on s'en rend compte. Ben ouais, mais tu vois bien, tout tient à un fil. Oui. Pour rebondir à ce qui a été dit hier sur l'existence du fantastique, est-ce que c'est pas un travail pour rendre le fantastique bien réel? Bah, je sais. Parce que finalement, là, le fantastique devient réel et change la réalité. Là, il est complètement réel, puisque dans le carnaval, les actions qui sont venues. Ouais, on reconcrétise. Il y a de ça. Il y a de ça. Mais en même temps, l'idée c'est pas de circonscrire ou de limiter, tu vois. Il faut aussi, c'est pour ça qu'il faut pas du tout que ça tienne qu'à moi ce truc-là, parce que moi je suis limitée quand même. Il faut que à un moment donné ben oui, que ça, c'est moi là je fais des pieds et des mains pour justement que par exemple ce qui se passe à Malourté, que ça dépende surtout plus de ce que j'ai envie de, enfin moi que je continue à faire ce que j'ai envie d'en faire, mais si tu veux, il faut que ce soit, oui, qu'il y ait du relais, ouais. Mais je pense qu'il y en a parce que malgré tout, et même si c'est pas de la même manière que ce que moi je fais, ben tu vois, ça circule. Oui, mais t'as impulsé. Ben ouais, il y a une impulsion, mais. Ça tient à peu de personnes ceux qui impulsent quelque chose dans le lien vraiment avec ces sujets-là. Mais c'était juste une remarque. Hein. Oui. Non, mais oui, en tout cas, oui, je pense qu'il y a oui, mais c'est ça. L'objet, c'est pour moi, en tout cas, convoquer ces récits ou ces êtres, c'est pour reconcrétiser le lien, quoi, entre nous et ce qui nous entoure, en fait, quelque part. Mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, il y a la part du fantastique est quand même là. Dans le sens où ça reste magique quoi qu'il en soit. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui persiste aussi dans l'esprit par exemple des petits, des enfants, tu vois, enfin qui sont récepteurs de ces récits où ouais, il y a ça les travaille en fait. Ça les travaille, ça les traverse et ça les travaille. C'est-à-dire que ces récits-là, ils les marquent en fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se priver de les leur donner, parce que c'est là que ça se passe. C'est à ce moment-là précis que ça se passe. Avez-vous des relais locaux du type mairie, office de tourisme, association quartier ou autre? Ouais, je vais en chercher tout le temps dans ce type de projet. Des fois ça prend et des fois ça prend moins. Parce que, encore une fois, c'est toujours un peu... c'est toujours je suis toujours sur un fil qui n'est pas évident à attraper, comme le disait Sylvette. C'est des projets qui sont toujours entre deux, qui sont pluridisciplinaires, qui sont difficiles à caser, en fait. Dans un tiroir ou il n'y a pas de case pour ce type de proposition, j'ai l'impression. Et du coup, faut y aller par différents bouts. L'office de tourisme, par exemple, sur le quartier, il y a des étudiants qui ont travaillé avec nous sur la possibilité de penser un itinéraire pérenne de découverte de ce quartier avec le fil du récit du mythe fondateur, et où l'office de tourisme serait un relais pour pouvoir... mais bon, on n'y est pas, pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Ça dépend des gens qu'il y a dans ces institutions. Mais oui, mais c'est sûr. Tout est question de comment, de qui c'est qu'on a en face en fait. Et le relais de l'école a bien fonctionné? Le relais de l'école a bien fonctionné. Après, c'est toujours, il faut, par rapport à Roquefort par exemple, où vraiment j'avais du temps dédié au projet, où j'étais là, où j'accompagnais, et donc j'emmenais vraiment l'équipe pédagogique. Sur Malourté, j'ai eu moins de temps et du coup, j'ai moins pu emmener quand même les équipes. Donc, elles s'en sont saisies, mais peut-être jusqu'à un certain point. Peut-être, ouais, je dirais que ça aussi, ça dépend en fait, du temps et des personnes qui composent les équipes. Mais globalement, oui, elles s'en sont saisies quand même. Elles ont compris l'intérêt. Mais on peut toujours aller plus loin dans ces démarches. Je pense vraiment que sur le plan pédagogique, ces récits ou ces démarches de collectage, c'est extraordinaire en fait. Tu peux mobiliser des tas d'apprentissages et tu mets en lien et
tu travailles le rapport des enfants aux témoins. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Vraiment une institut qui s'en saisit. Et j'ai bon espoir de pouvoir travailler sur un projet un peu comme ça à partir des ressources du musée, par exemple. J'aimerais beaucoup essayer. Mais voilà, il faut trouver les bons interlocuteurs parce que ça prend du temps, parce qu'encore une fois, on sort des cadres et que donc il ne faut pas avoir peur de se mettre aussi en déséquilibre, tu vois. Et ça dépend des personnes. Et dans les équipes pédagogiques, souvent, tu as des gens qui vont se mettre en déséquilibre volontiers, puis tu en as d'autres où ça va être vachement compliqué. Donc, il faut les accompagner au plus près. Et il faut pouvoir le faire. Ouais. Oui, moi, je trouve intéressant le parallèle entre l'intervention de Sylvette et de Sylvette. Sylvette, nous, on a deux processus différents. Quoi. Avec Sylvette, nous, on avait un investissement de départ dans un collectage important en ligne, avec différentes publications sur la longue durée, quoi, publications, des reprises par un autre acteur, chacun avec sa propre esthétique, là, sur les chansons qu'on a entendues. Et puis ton travail, Katia, j'ai l'impression qu'il y a la valorisation culturelle, elle se construit en même temps que la collecte. Ouais. Tout est imbriqué et tout marche ensemble. Et grandit ensemble. C'est vraiment Sauf que je n'ai pas parlé de toutes les collectes annexes, où j'ai travaillé avec des associations, avec des maisons de retraite, avec des écoles et tout ça, sinon, voilà. Et où il y a eu des projets justement de mise en place de circuits, d'exposition, de valorisation autour de la châtaigneraie. Donc, je n'avais pas le temps de parler de tout, surtout que c'était sur la chanson. Alors, je trouve intéressant, c'est que je rebondir une interview, des rencontres d'acteurs. J'avais juste une question de curiosité. J'espère que ça va vous d'affaire. J'avais envie de savoir plus sur le moulinage et sur ce que c'était le travail exactement de la Chanel. Elle était passée à peu près à tous les postes du moulinage, c'est-à-dire défaire des tabelles, enfin au début, et puis la deuxième étape là, pour la torsion des fils, et puis dans les moulins, elle est passée un peu de partout. Et entre autres, elle travaillait à une époque où justement les moulins fonctionnaient avec l'eau. Donc c'était tout un autre rythme. Et elle avait du temps, elle avait pu broder tout son trousseau sur place et chanter en même temps. Voilà. Et elle logeait à l'usine, ce qui fait que le soir, quand elles étaient entre elles, elle chantait, elle dansait. Et c'est ce qui a permis de maintenir un répertoire de chansons important. C'est spécifiquement les femmes, des chants? Oui. On n'a pas fait grand-chose à part sur le moulinage à part ça. Il y a la communauté de communes là, qui avait embauché une artiste justement pour venir attirer l'attention des habitants sur ce patrimoine de tous les moulinages, puisqu'il y avait plus de 400 moulinages dans le coin, sur le moindre ruisseau et des ruines et tout ça. Et pratiquement pas grand-chose avait été fait là-dessus. Et donc, Elisabeth Ballet est venue en mois de février dans les Gouttières, c'était pas très joyeux. Et bon, elle a essayé de travailler là-dessus. Et justement, rien n'avait été fait de cet ordre-là. Et elle a mis en place quelque chose à l'intérieur d'un petit arrêt de la Micheline, qui servait d'abri à poubelle, mais qui donnait sur le plus beau moulinage de la vallée. Et elle l'a peint d'un bleu qu'elle était allée chercher en Allemagne. Et à l'intérieur de ça, un tout petit espace, justement, pour la valorisation des sons, il y avait des enregistrements d'intérieur d'usines qui fonctionnaient encore en Ardèche, à l'intérieur de l'espace. Et si on s'asseyait le long de la voie à l'extérieur sur des bancs, se mettaient en route des entretiens des ouvriers et ouvrières qui avaient travaillé dans l'usine. Donc ça a été, quand j'ai accompagné le projet, là, ça a été une chose. Bon, beaucoup d'habitants n'ont retenu que
le bleu insultant dans tout ce gris. Mais bon. Moi, je trouvais que c'était vraiment bien, c'était une belle fenêtre et un beau cadre sur ce moulinage. Une dernière question, peut-être? Qu'est-ce qui a pu réussir à créer un lien entre mémoire et littérature orale? Tu génères le légendaire, tu génères le bien, ça a très bien fonctionné, tout ça est parfait. Cependant, le registre de la mémoire et celui de la littérature orale ne se confondent pas dans la plupart des cas. Alors, je dis ça parce que bien souvent, il y en a une propension à vouloir enchanter toutes les mémoires. C'est l'action culturelle la plus basique. Tu mentionnes un tour de bras. Ah ben, on va mettre un artiste qui va collecter un mot moral, puis qui va faire une création, etc. Et ce faisant, on a l'impression qu'on aurait créé quelque chose d'un peu comparable à ce qu'on appelle classiquement la littérature orale. Or, toutes les mémoires ne sont pas faites pour être enchantées. Il y a là un véritable danger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se saisir à des fins de création de n'importe quelle mémoire, au pied levé comme ça, et puis bricoler un machin, donner naissance à un légendaire qui lui-même est profondément marqué d'un sens qui peut être ravageur pour certaines communautés. Je ne te fais pas la leçon, parce que très bien, c'est une chose que tu sais, tu l'as très bien combiné en l'occurrence, mais ce continuum n'est pas quelque chose qui coule de source et sur lequel... Non, mais c'est sûr. Non, mais il faut être très vigilant. Ouais. Au départ, ce sont deux registres différents. Alors, compliment, vraiment, ça. Non, mais après, moi tu vois, oui, dans le projet de Malourté, mémoires orales et littérature orale, du coup, se combinent. Dans les autres projets que j'ai décrits, non, le travail sur le légendaire reste travail sur le légendaire. Tu vois, en Andalousie ou sur l'Écosse, c'est vraiment cette entrée-là. Et à Roquefort, on est... Ouais, à Roquefort. Ouais. Oui, bon, il le convoque un peu, mais peu. Mais c'est vrai qu'à Malourté, là, ça a pris ce tournant-là. C'est-à-dire que l'un et l'autre se sont rencontrés, en fait. En tout cas, dans la création qui a surgi. Mais en effet, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment des espaces qui sont délicats et il faut être très vigilant à la façon dont on les mobilise. Hein. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que c'est aussi des projets qui méritent de s'inscrire dans le temps long, et parce que c'est aussi le temps long qui permet de bien saisir les subtilités justement et les zones à la fois de tension et voilà et donc bien sûr. Merci. Je vous propose de faire une petite pause, peut-être un peu plus courte que prévu parce qu'on a déjà un quart d'heure de retard. Et on va continuer avec Mazita, François et Maud, les artistes qui nous ont écoutés hier soir. Et nous aurons aussi l'intervention de Jean-Noël.